J'adore Israël. Se lever tôt le matin et aller visiter le pays, c'est un plaisir unique. Je suis italien, mais j'ai fait l'Aliyah depuis Paris et j'ai choisi d'aller connaître les Olim Hadashim français. J'ai voulu commencer par une famille qui a choisi d'aller habiter dans un kibbutz, car pour moi, le kibbutz représente le corps d'Israël, la terre. Hey, salut Noémie. Ça Comment va? vas-tu? Ça va et toi? Ouais. Ah, c'est beau là. Ah, merci. On arrive dans la maison d'un kibbutz. Exactement. Très sympa. Elle est toute nouvelle. Bienvenue. Quelque chose à voir, c'est chaud ici, hein? Un petit café cassé? Oui, un petit café, ça va. Très bien. Salut Noémie. Alors, je suis content d'être ici parce que je veux connaître un peu les personnes qui ont fait l'Aliyah. Après, tu m'expliques ce que c'est l'Aliyah. Tu es française, tes origines. Alors, moi, je viens de Paris et je suis venue en Israël après mon bac, à l'âge de 17 ans. Et ça fait à peu près 15 ans que je suis là. Waouh. Et ça fait juste 6 ans que j'habite au kibbutz. Combien? 6 ans. 6 ans. Et ton choix de venir dans un kibbutz, c'est tout de suite quand tu as choisi de venir en Israël, je vais à un kibbutz ou d'abord tu préférais Yerushalayim, Tel Aviv? Alors, pas du tout. Moi, quand je viens de Paris, je voulais une grande ville. Donc, je voulais Jérusalem, Tel Aviv, Ranana. J'ai habité à Jérusalem pendant mes études. J'ai fait des études d'orthophonie, donc j'habitais à Jérusalem, en centre-ville. Tu connais, genre, la rue Ben Yehuda, voilà, c'était mon appart là-bas. Et je me suis mariée avec Josh, mon mari, il est américain. Et lui, il adorait le kibbutz. Il m'avait dit, on ira un jour au kibbutz. Je lui avais dit, mais hors de question, jamais de la vie. Et pendant toutes les années, il me convainquait comme ça. Et un jour, quand notre bébé est né, il m'a dit, allez Noémie, on fait l'essai, tu fais 1 an d'essai. Si ça te plaît pas, on revient à Jérusalem, promis. On a fait 1 an d'essai, mais après 1 mois, j'étais déjà tombée amoureuse de l'endroit, voilà. Ah, magnifique. Et quand tu es venue ici, tu es venue toute seule ou ta famille vit encore en France, à Paris? Alors ouais, je suis venue seule. J'avais toujours des familles adoptives, c'est des familles israéliennes qui veulent adopter les gens qui font l'Aliyah et qui sont seuls. Donc j'ai toujours eu des familles adoptives. Et en fait, mon frère est venu en Israël aussi. Et donc mes parents se sont retrouvés tout seuls à Paris. Ah. Ils ont dit bon, on va aussi venir. Alors quelques années après nous, ils sont venus. Maintenant, toute la famille est en Israël. Pourquoi tu as choisi de faire l'Aliyah en Israël? En France, je sentais que je pouvais pas vivre pleinement mon judaïsme. Ok. Je pouvais pas sortir avec une Magen David. Si j'avais un foulard, Ouais. quand je vais en France, j'enlève mon foulard. Je peux Ouais. pas me balader comme ça, je me sens Ouais. pas à l'aise. Moi, mes parents, ils ont toujours été dans l'associatif. Ils avaient une association pour aider les jeunes étudiants en France. Et chaque année, on entendait encore et encore et encore des problèmes d'étudiants qui veulent venir qui veulent être acceptés dans les meilleures facs, mais il y a des cours le Shabbat, il y a un examen le Shabbat. Et ils peuvent pas passer leur année, ils doivent Ah ouais. redoubler parce que à cause du Shabbat et à cause des fêtes juives. Et ta vie personnelle, alors déjà, tu es mariée, alors ton mari, tu as des enfants? Alors, moi, je suis mariée, je me suis mariée il y a 12 ans. J'ai rencontré, en fait, je cherchais un mari, à la base, un mari un peu français. et en fait, j'ai fait des études d'orthophonie, je suis tombée amoureuse d'un autre orthophoniste qui s'appelait Josh, il était américain. Je me suis dit, allez, on va faire l'essai, on va voir ce que ça donne. Et c'est génial. Voilà, donc Josh et moi, on est mariés, on a 3 enfants. Attends, je vais te montrer une photo de mes enfants. Ah, c'est beau. Ça, c'est mon mari Josh, Ah, et c'est mon ok. fils David qui porte toujours le même t-shirt. Quand tu es arrivé en Israël, tu parlais déjà l'hébreu? J'avais des notions. Ok. Je connaissais l'hébreu de la tefila, de la prière. Ouais. Et j'avais passé hébreu au bac, c'était ma langue 3. J'avais fait anglais et espagnol et j'avais langue 3 hébreu. Quelqu'un qui veut faire l'Aliyah, par exemple, donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire Aliyah? Venir habiter en Israël. Voilà. Donc, tu conseilles, par exemple, de venir ici, en Israël, pour une raison précise, et surtout dans un kibbutz. Qu'est-ce que tu conseilles à une jeune famille, justement, qui veut venir ici en Israël? Je suis ambivalente parce que la vie au kibbutz, c'est vraiment la campagne. Ouais. C'est un autre monde, il C'est faut ça. changer complètement de culture, de mode de vie. Tous les jugements que tu avais avant, tous les stéréotypes, toutes les pensées que tu avais, il faut tout reprendre à zéro et reconstruire. Je pense que c'est un choix très courageux de venir vivre dans Ouais. un kibbutz. En tant que famille, je trouve que c'est vraiment la vie idéale.
les enfants ils sont libres, il y a beaucoup de choix, beaucoup d'activités. Au niveau social, on sort tout le temps avec les copains, c'est vraiment un endroit incroyable, mais il faut être prêt à faire ce changement immense, ce changement culturel immense. Et je veux dire par rapport à l'hébreu, apprendre l'hébreu c'est très difficile. Moi j'ai choisi de faire mon alia avec l'immersion totale, c'est-à-dire venir et être dans un groupe d'Israéliens. Et comme ça, j'avais pas le choix, je pouvais pas parler une autre langue. Et c'est comme ça que j'ai appris. Beaucoup de Français choisissent de rester avec des Français. Ils apprennent l'hébreu au fur et à mesure, mais au final, ils se marient entre Français et ils restent dans leur communauté française. C'est quoi l'esprit d'un kibbutz? Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un kibbutz? Alors, le kibbutz de base, quand il a été créé dans les années 1900, c'était avant même qu'il y avait l'État d'Israël, les gens, ils venaient du monde entier. Pour créer les kibbutz, c'était un esprit collectiviste, un peu comme le communisme, où tout le monde vit ensemble et les gens ils travaillent les uns pour les autres. Donc il y en a une qui travaille dans les champs, un qui travaille avec les vaches et qui va traire le lait tous les jours, il y en a d'autres qui gardent les enfants pendant que les parents travaillent, etc. Et les gens ils travaillent tous pour la même communauté. Donc c'était comme ça que ça a été créé à l'époque. Au fur et à mesure, ça a évolué. Les kibbutz, ils sont devenus un peu plus industriels. Ils ont commencé à gagner de l'argent et ils ont commencé à se développer. Et les gens, ils ont commencer à faire des études, à aller au travail, etc. De nos jours, le kibbutz, c'est encore l'esprit communautaire. Tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide. Quand une femme accouche, on vient lui ramener des repas. Quand quelqu'un est malade, il y aura une entraide communautaire. Pour les fêtes, on est toujours là les uns pour les autres. Les deuils également. C'est un esprit qu'il y a dans beaucoup de communautés juives, mais dans le kibbutz, c'est disons 15 fois plus. J'arrive pas à expliquer avec des mots comment il y a vraiment un esprit de fraternité entre tout le monde, même les gens qui se connaissent pas forcément bien. Et maintenant, au kibbutz, les gens, ils ont tous leur vie, c'est-à-dire économiquement, Ils sont indépendants, chacun avec son travail. Exactement. On est indépendants, on a une caisse commune dans laquelle on met de l'argent chaque mois pour aider tous les infrastructures du kibbutz. L'éducation, les écoles sur place, la piscine... tu vois dehors tous les gazons et tout, donc voilà tout le travail qu'il y a dans le kibbutz. Ce kibbutz, ça s'appelle comment déjà? J'habite au kibbutz Tiratzvi. Voilà, et existe depuis quand? Alors, le premier kibbutz en Israël, il date de 1907, c'est Degania, c'est juste à côté du lac de Tibériade du Kinneret. Ça c'est le premier kibbutz, c'était un kibbutz pas religieux. Il y avait beaucoup de kibbutz pas religieux qui ont été créés, et Tiratzvi, ce sont des gens religieux qui sont tombés amoureux du concept du kibbutz, de venir travailler dans l'agriculture, etc., qui ont créé le premier kibbutz religieux en Israël. Alors, les enfants justement au kibbutz, comment ça marche avec eux? Alors, c'est bien que tu demandes parce que c'est hyper différent des enfants de la ville. Je dirais que les enfants du kibbutz sont beaucoup plus indépendants que la moyenne. Dès le plus jeune âge, en fait, ils apprennent à se débrouiller seuls. Ils vont seuls les uns chez les autres. Mon fils de 10 ans, il sait déjà faire un feu de camp, monter une tente, se débrouiller dans la nature. Choisir les plantes, celles qui sont mangeables. Comme les scouts, on dit. Exactement, comme les scouts, exactement. C'est assez incroyable. Et un autre truc, tu vas voir, tous les enfants en Israël, tu pourras jamais dire qu'ils sont polis. La politesse, ça n'existe pas ici. Non, les enfants ils disent pas s'il te plaît, ils disent pas merci, ils disent pas bonjour, c'est quelque chose de connu en Israël. Okay. Mais les enfants du kibbutz, même s'ils n'ont pas la politesse, ils ont un respect profond de l'autre. Tu vas voir des jeunes enfants qui vont tenir la porte à une personne âgée à l'épicerie. Tu vas voir un petit enfant venir faire top là à un vieux à la synagogue. Ils se disent bonjour quand ils se rencontrent dans la rue. Tu vas avoir toujours un esprit d'ensemble, une fraternité comme ça. C'est très beau. Ouais. Et une chose très importante, justement, on vit dans un kibbutz, donc un peu loin à la campagne. C'est important l'éducation. Donc, comment ça marche l'éducation? Alors, je suis contente que tu demandes parce que le kibbutz, une de ses valeurs les plus importantes, c'est l'éducation. Donc, on a une méthode d'éducation très spéciale qui appartient au kibbutz, qui a été créée dans cette région. En fait, ça s'appelle la méthode AS. C'est basé sur la méthode Waldorf. Je ne sais pas si tu t'y connais en méthode pédagogique. Non. C'est une méthode pédagogique qui dit qu'il ne faut pas apprendre avec des feuilles, des activités écrites, etc. Mais qu'il faut apprendre avec l'environnement. Donc on se base sur la tête, le cœur, les mains et on fait un apprentissage qui est global. Par exemple, si on veut apprendre aux enfants à compter, on ne va pas leur donner des pages et leur écrire 2 et compter 2 plus 2. On va les amener par exemple dans les champs. Ils doivent choisir quel champ ils veulent aller. Donc ici, ils veulent aller dans les champs de persil, dans les champs de pommes de terre, dans les champs de carottes. C'est eux qui choisissent, donc c'est leur cœur.
avec les mains, ils vont cueillir, ils cueillent les pommes de terre, ils cueillent les carottes, ensuite ils se mettent à compter avec les objets autour d'eux. Et on voit un développement incroyable. How big is that? Dans l'école de mes enfants, il y a une méthode pour apprendre aux enfants à se débrouiller socialement et à s'entendre bien avec les gens autour d'eux depuis le plus jeune âge. Donc par exemple, quand ils sont dans la cour de récréation, leur cour de récréation, c'est pas une cour de récréation comme les autres avec un toboggan, une balançoire, etc. Il n'y a rien d'artificiel. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, c'est des objets de la maison que les gens ont amenés. Par exemple, moi j'ai ramené mon vieux lit, tu ramènes ta bouilloire qui est cassée, tu ramènes ton four qui est cassé, et les enfants ils travaillent avec des vrais objets. Les enfants ils se divisent dans le GAN, dans l'école, ils se divisent par petits groupes de 5, et chaque groupe de 5 se pose ensemble autour d'une table et décide qu'est-ce qu'ils veulent construire, ce qui leur passe par la tête. Et c'est le fruit de leur imagination. Il y aura des enfants qui vont construire une ambulance, des enfants qui vont construire une école, d'autres qui vont construire un restaurant. Chacun a son idée. On va voir un château par exemple. Juste à construire un château cette semaine. Et tous les dimanches, ils doivent créer leurs idées, se mettre d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, la maîtresse les aide à négocier, à discuter, à s'accepter l'un l'autre, etc. C'est génial, c'est vraiment génial. Et ils travaillent toute la semaine à rajouter des objets, à décorer leur construction et à travailler dedans. Et on ne peut pas dire jouer, on dit que travailler au kibbutz. C'est beau. Le dimanche, tous les objets qui sont là de la brocante, ils vont au bout. Et tous les dimanches, les enfants, ils prennent les objets, ils les ramènent ici et ils fabriquent ce qu'ils veulent. Eux, ils sont mis en groupe, ce groupe d'enfants, et ils ont fabriqué un palais. Lui, c'est le roi, c'est son trône. Elle, c'est la reine, elle va ici. Chaque semaine, ils construisent quelque chose de nouveau. Alors, ce dimanche, ils ont dit on va faire une ambulance. Ça, c'est le lit des malades. Et ça, c'est les médicaments de l'infirmière. Combien de personnes vivent dans ce kibbutz à peu près? 1000 personnes. C'est 200 familles à peu 200 près. familles, c'est bien. C'est un grand kibbutz ou un petit kibbutz? Relativement grand. Ok. La plupart des kibbutz, ils ont en moyenne 700-800 personnes. C'est bien, mais l'école c'est... C'est juste là. Et c'est une... Sympa aussi, ici tout est piéton. Ça veut dire les enfants qui habitent dans cette maison, ils peuvent aller chez leurs copains qui habitent là-bas. Il n'y a pas de voiture, c'est pas du tout dangereux. Ah, il n'y a pas de voiture? Non, tout ce kibbutz, il est sans voiture. Juste une petite voiturette, mais ça c'est safe. Ah, c'est beau. Et donc les enfants, ils sont libres, il n'y a pas de danger. C'est comme un club de vacances en fait. Je habite dans un club de vacances. C'est le paradis. Vous verrez tout à l'heure, on va aller manger à la cantine. Et la cantine, c'est là où on va manger tous les midis quand on est au kibbutz. C'est vraiment l'opportunité de rencontrer des gens avec lesquels on n'est pas forcément en contact. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où un grand-père de 80 ans va s'asseoir avec une jeune fille de 30 ans et manger le déjeuner ensemble en fait. Ah, c'est sympa. Hyper sympa. On se trouve là. À la cantine. Allez, est-ce que t'as faim? Ah oui, très faim. Eugenio, j'espère que t'es pas végétarien parce que Tirazi, c'est le kibbutz de la viande. Tu connais toutes les charcuteries, Bien les sûr. saucisses qu'on importe, qu'on exporte? Ah, c'est C'est ici. ici, le Tirazi. Vieni che prendo vassoio con lei. Sì. Vieni qua, Nina. Vieni dopo. Il y a
un docteur ici dans le kibbutz. Ouais, on a 3 ou 4 docteurs dans le kibbutz et 20 infirmières. Donc comme ça, si t'as un problème, elles travaillent pas pour nous, mais si on a un problème, on peut passer chez la voisine et en général, on a de l'aide. אהלן, אפשר להפריע לכם שנייה? מ-4 בבוקר עד עכשיו כתבתם מנגו? עד 11. Mais regarde, c'est quoi ce courage? De 4h jusqu'à 11h du matin, ils ont attrapé des mangues. Tu t'imagines? כל הכבוד לכם. Ok, ils ont entre 15 et 17 ans. Ok. Et tout le monde est... מתבלבלת. כולכם נולדתם בקיבוץ פה? Ok. Ok, presque tout le monde est né au kibbutz ici. C'est ma première expérience dans un kibbutz et je suis vraiment enthousiaste. Voir les enfants qui jouent encore avec les mains dans la terre, les plus grands qui se lèvent à l'aube pour récolter des mangues, partager les repas. Une vie qui me rappelle mon enfance en Italie, mais qui est désormais disparue. En Occident, on peut visiter des fermes, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on voit encore les liens que les personnes ont avec la terre, une vraie émotion. Dans un kibbutz, alors pour faire les courses, pour l'activité, comment ça marche? Il y a des magasins? Il y a une petite épicerie, toute petite, qui est dans le kibbutz. Si on veut faire du shopping, on doit toujours prendre la voiture. C'est vraiment la vie à la campagne. Ouais. Prendre la voiture un quart d'heure, c'est la ville la plus proche. C'est une toute petite ville. Il n'y a pas vraiment de shopping. Si tu veux t'acheter des vêtements, des choses spéciales, un maillot de bain pour tes enfants, etc., tu dois partir à 45 minutes d'ici. Voilà, par exemple, mon fils, il est myope. Alors, on doit aller chez l'ophtalmo tous les 3 mois à peu près. Et bon, on doit faire 1 heure de route pour y aller. Et le kibbutz, il trouve ça très important, les rencontres entre les gens. Et donc, ils vont faire tout un tas d'activités pour que les gens se rencontrent. Donc il y a la cantine par exemple, pour faire rencontrer les différentes tranches d'âge. Il y a les cours le matin, les cours du soir, des conférences, on fait venir des spectacles. La semaine dernière, on avait fait une soirée femmes avec du yoga. On a fait une soirée broderie où toutes les femmes ont brodé ensemble et les vieilles dames apprenaient aux jeunes femmes à broder. Moi, j'ai jamais brodé de ma vie. C'est une vieille grand-mère qui m'a expliqué comment broder. Et c'est vraiment assez incroyable que ce soit un endroit qui pense constamment à lier les gens ensemble et ne pas les laisser seuls. Penser aux autres, travailler pour un but commun, ne jamais s'en sentir seul et surtout ne jamais laisser quelqu'un seul. Ça me rappelle quelque chose. Aime ton prochain comme toi-même. Merci Noémie alors pour cette visite dans le kibbutz. Ah ouais, c'était un plaisir. Et à très bientôt, c'est sûr qu'on va réunir. On venait quand vous voulez. Vous pouvez même revenir pour un Shabbat avec plaisir. Ah, ça c'est bien. Et bon, déjà faire venir d'autres gens vivre dans cette expérience magnifique et différente. Ah ouais, ça je recommande. Ok. Ciao, ciao. Ma journée vient de terminer et je rentre à la maison chargé d'émotions et de gratitude pour Noémie et sa famille qui m'ont fait passer une journée unique et spéciale, en famille. Mon voyage n'en est qu'à ses débuts et l'agenda est rempli des familles et des lieux que j'irai visiter bientôt.